Mon pays est malade, sous des coups d'État, coup d'État, maladie africaine. Hey. Vous soyez mon pays, oh, yeah. Ah, oh. On l'amène au Togo. C'est ça que la vérité. Vous soyez mon pays, oh, yeah. On l'amène Théo Lyon. Mes salutations. Salutations à Brigitte Koudou, Mactouvoli. Sur la notice, dans le monde envoyé des ministères, encore les amitiés, yeah. On doit aussi les réintégrer. Mes salutations à toute la famille, connectez-vous, partagez la vidéo, invitez vos camarades. Honora et So. Tu connais. Si médicament n'est pas lui, donc tu donnes cancer, babo. C'est que pas lui est mieux. On va tenir bon. Bada Henri. Les salutations famille, ça fait longtemps. À ton avis, est-ce qu'il reviendra, Luiso? Il refuse de devenir force impatient. Ils arrivent un peu. Elle se connecte un peu. Guizo, mes salutations. Jean-Eudes Bafouli. Mes salutations. En tout cas, c'est toi qui peux détruire. Hésitation est égale à blessure. Et Iverso, fais attention. Alright, laissez le gosse s'exprimer. Un gosse va s'exprimer. Un gosse, c'est pas un comédien. Un gosse, c'est pas quelqu'un qui va à gauche, qui va à droite, qui parle bien ici, qui parle mal ici, après il parle mal ici, après il parle bien ici. Ça, c'est pas ça. Un gosse, c'est des gens, c'est quelqu'un qui est sérieux. Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRIA, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais vous dire bonjour, je suis Yves Ayipo, Ivoirien, Ivoirienne, chers amis africains. On a un cyberactiviste qui était avec nous, qui était gore, plus gore que moi-même, par le volume de sa voix, le volume de son discours. J'estime qu'il était plus gore que moi, franchement. Il disait tellement de choses, tellement viscéral, tellement insultant dans ses propos, il insultait tout le monde. Les introductions dont je me rappelle, c'est Ouattara buveur de sang, etc., etc. Donc, aujourd'hui, il est RDR. RDR aussi, dernier cri, il a dépassé même ceux qui étaient RDR depuis 20 ans. Il a dépassé ceux qui ont combattu pour Ouattara. Ceux qui ont fait la guerre, ceux qui ont fait la rébellion, il les a dépassés tous. Il est devenu l'homme chéri du RDR. Voilà, ils ont trouvé leur blé goudé. Mais bon, des gens se demandent pourquoi je parle de cet individu. C'est une bonne question. Hein. Moi, je prends vos questions au sérieux. C'est une bonne question. Je parle de cet individu parce que j'ai eu plusieurs communications avec lui. Et je sais que c'est quelqu'un qui aimait fondamentalement le président Laurent Gbagbo. Et avec qui nous avons partagé des instants de conseil, des instants de réflexion sur le combat. Comment faire pour dégager Alassane Draman Ouattara du pouvoir. C'est quelqu'un qui m'a appelé lorsque j'étais à Accra, qui m'a dit, Yves Ayipo, fais attention. Les gars là,
ils sont capables d'envoyer des gens pour venir te prendre. Le même individu dont je parle là, hein, il m'a dit, fais attention, moi, ils ont bloqué mon passeport. Mais on va en revenir sur cette question de passeport. J'ai prévu de parler de cette affaire. Donc, je parle de lui. Certaines personnes disent que c'est parce que c'est par... ils disent quoi? Yves Aipo, c'est son goumé-goumé. Ils disent que c'est par goumé-goumé que je parle de lui. Non, non, non. Je parle au contraire. Je suis content qu'il soit désormais au RDR. Parce que si vous avez bien suivi notre combat, à partir de 2000, quand je parle d'Accra, à partir de 2016, je le combats parce qu'il attaque Stéphane Kipré. Je le combats parce qu'il attaque Nadi Bomba. Je le combats parce qu'il attaque les camarades du président Laurent Gbagbo. Donc, moi, je suis au contraire libéré qu'il soit de l'autre côté. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que je le combats parce que c'est aujourd'hui lui qui est à la tête du mouvement de la jeunesse du RDR. C'est lui qui draine les foules. Quand il arrive à l'aéroport, je vois tous les gens du RDR, ils portent t-shirt tout petit, tout petit. Bon, je l'ai baptisé tout petit parce que je n'aime pas l'autre nom. Johnny Pacheco, là, ça c'est le nom d'un grand artiste. Hein, un grand artiste qui est décédé. Ouf, Johnny Pacheco, il a pris ce nom. Donc, voilà. Je le combats parce qu'il insulte le président Laurent Gbagbo. Je ne veux pas le laisser faire ça. Je ne veux pas laisser quelqu'un sur la toile dire des méchancetés. En tout cas, quelqu'un qui est écouté. Donc, je le combats pour tous ces prétextes. Et puis, je le combats parce que ça permet à nos camarades qui sont ici. Je le combats parce que ceux qui sont ici, ils ont envie d'écouter, ils ont envie de comprendre, ils ont envie d'entendre un certain nombre de thématiques. Donc, quand je le combats, je soulève des thématiques. Donc, quand je le combats, je ne suis pas focalisé sur sa personne. Ce n'est pas la personne de l'individu. Ce n'est pas sa personne qui m'intéresse. C'est ce qu'il dit. Les positions qu'il soutient. Voilà. C'est pourquoi je suis ici. C'est pourquoi sa vie privée ne m'a jamais intéressé. Avec qui il est marié, combien d'enfants il a, etc., etc., où il voyage. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quand il dit que... Je vais prendre un petit exemple. Il dit, parce que le journaliste lui a dit, Gbagbo Laurent a quitté à La Haye, qu'est-ce que tu en penses? Il dit que le procès c'est un procès politique et que on veut acquitter le président Laurent Gbagbo juste pour des intérêts politiques. Donc lui combat même maintenant la CPI. Parce qu'il dit, en principe, la CPI devait mettre en prison le président Laurent Gbagbo. Donc, si on la quitte, ça veut dire qu'il y a un complot politique pour libérer le président Laurent Gbagbo. Mais là où il fait la bêtise, c'est qu'il dit que en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. Il y a eu 3000 morts. Alors, comment se fait-il que on acquitte le président Laurent Gbagbo alors les 3000 morts sont sortis d'où? Donc, on veut dire que c'est Ouattara qui a tué tous les 3000 morts. Alors, les 3000 personnes. Ça, c'est une réflexion inintelligente. C'est une réflexion qui a la même taille que lui. Parce que quand on réfléchit bien, Laurent Gbagbo était président sortant. Comme Alassane Ouattara en ce moment. Il est président sortant. Donc, l'armée, tant qu'il n'y a pas encore eu de passation des services, tant qu'il n'y a pas eu de nouveau président proclamé par le Conseil constitutionnel, l'armée ne peut pas se ranger derrière quelqu'un d'autre. L'armée se range derrière le président Laurent Gbagbo. Donc si l'armée a tué des FRCI, si l'armée a tué des microbes, si l'armée a tué des gens du commando invisible, ça, on ne met pas le président en prison pour ça. C'est légal que l'armée se défende lorsqu'il y a une attaque. Donc, effectivement, dans les 3000 morts, il y a des gens de Ouattara qui sont morts. Il y a des gens, des rebelles qui sont morts, des gens de Soro Guillaume qui sont morts. Oui, c'est vrai. Mais qui était attaqué et qui était en légitime défense? Qui avait l'armée légale de Côte d'Ivoire? C'était le président Laurent Gbagbo. Donc, la CPI
n'est pas assez bête pour retenir des charges contre le président Laurent Gbagbo alors qu'il avait l'armée avec lui. Ceci dit, ceux qui étaient dans l'opposition et qui avaient déjà une armée, ceux comme les Soro Guillaume, qui n'étaient même pas encore présidents, mais qui commandaient déjà des troupes et qui pouvaient leur ordonner d'aller récupérer la RTI. C'est ceux-là qu'on doit juger. Donc quand tu dis, donc les 3000 morts, c'est qui? Si on libère Laurent Gbagbo, ça veut dire que tu ne comprends pas le fond du problème. Et c'est ce que je reproche au RDR, dans sa grande majorité. Je dis, eux, l'essentiel, c'est de soutenir Ouattara. Et c'est pourquoi vous voyez que leur discours est focalisé sur les constructions de Ouattara. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le fond des problèmes. Regardez ce que nous venons de subir. Avec la violation de la Constitution. La création d'une nouvelle Constitution. La création d'une nouvelle République. L'autoproclamation du président d'Alassane Ouattara comme étant président pour la 3e fois. Hein? La création du CNT. Les multiples marches, protestations du peuple qui ont été massacrées, qui ont été de façon brutale, qui ont été réprimées dans le sang. Regardez comment ils entendent et comment ils comprennent le sujet. Ils disent, ouais, bon, pourquoi vous êtes jaloux de Ouattara? Vous sortez, vous protestez contre Ouattara. Ouattara est déjà là, il a déjà gagné les élections. Voilà comment ils comprennent le sujet. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils sont limités, tellement limités que... Mais ils sont invités sur des télévisions. Ils sont invités sur des radios. Ils sont devenus des grands types en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est important d'en parler. Et je le dis, ça, je le dis pour nos camarades. Hein, parce que c'est ce que vous n'avez pas pu faire. Vous n'avez pas pu donner la radio à des jeunes. Et je vais expliquer aujourd'hui pourquoi Charles Blé Goudé a créé son parti. Alors qu'il dit se reconnaître dans le combat du président Laurent Gbagbo. Mais il a préféré aller créer son parti. Parce que il a compris qu'au sein de cet appareil qu'est le FPI, il y a trop de concurrence. Il y a trop de génie politique. Il y a trop d'intellectuels. Et on ne laisse pas les jeunes prospérer comme ça de façon aisée. Donc, lui, il a dit, ok, même si je me reconnais dans le combat du président Laurent Gbagbo, je préfère créer moi-même mon petit instrument et donner la chance à des jeunes gens pour que ceux-ci, ensemble, on puisse travailler et conquérir aussi le pouvoir. Donc, Blé Goudé est dans une situation pas très aisée. Il est mal à l'aise parce que tu te reconnais en quelqu'un, mais tu crées un instrument. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il ne peut pas expliquer en public. Sinon, les gens vont venir dire, ah non, mais Blé Goudé, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Gbagbo seulement tu es mon FPI. C'est ce que tu veux dire. Il ne peut pas expliquer ça en public. Moi, je viens vous dire ici, parce que moi, c'est ma chaîne, c'est ma page, c'est la page de la vérité pour ceux qui le savent déjà. Et donc, moi, je dis ici que c'est parce que Charles Blé Goudé savait qu'il ne pouvait pas monter. Il ne peut pas monter. Les doyens sont déjà là. À quel moment Charles Blé Goudé va devenir président de président, vice-président des choses au sein du FPI? Ça va être une longue bataille. Il a préféré créer son parti. Pareil pour Stéphane Kipré. Lui, il a même épousé la fille de Gbagbo. Il est même le gendre de Gbagbo. Mais il a préféré créer son parti. Tout ça parce que eux, ils ont compris que c'est vrai, on aime Gbagbo, mais si on veut rentrer dans son parti, là, ce sera difficile. C'est un choix qu'ils ont opéré. Moi, je voudrais dire ici aux gens du FPI, regardez le RDR. Regardez comment ils font avec les jeunes qui les soutiennent. Regardez
les opportunités qu'il donne. Ce n'est pas l'argent. Parce que quand on en parle souvent, les gens pensent que c'est l'argent. Ou bien ils disent, Yves, tu es trop pressé d'avoir une récompense. Moi, je ne parle pas de récompense. Je dis que il faut créer des voies, des canaux pour que les jeunes gens s'expriment et fassent la communication. Ce qui a fait tomber Laurent Gbagbo, c'est le manque de communication. C'est ça. Des gens viennent dire que vous êtes xénophobe. Mais est-ce qu'en réalité vous êtes xénophobe? Les gens viennent dire, ils vont jusqu'en France pour dire que les sudistes, là, vous les sudistes, les gens de l'Ouest, même les baoulés, ils disent que tout cela c'est des xénophobes. Mais est-ce que vous êtes xénophobe? Mais ils ont gagné cette guerre de communication parce qu'en Europe aujourd'hui, quand tu parles de Bédier, on dit oui, mais au Bédier, il a créé l'ivoirité, non? Bédier, c'est quelqu'un qui n'aime pas les étrangers. Ils ont gagné cette guerre de communication. Ils ont réussi à faire de Simone Gbagbo une femme qui encourage le viol. Jusqu'aujourd'hui, ils disent que oui, Simone Gbagbo, dans une interview, a dit oui, c'est bien qu'on ait violé des femmes. Et ils ont gagné cette guerre de communication. Gbagbo étant dictateur, alors que tout le monde sait que Gbagbo n'était pas un dictateur. Tout le monde le sait aujourd'hui. S'il était dictateur, tu n'allais pas voir Bédier fuir le RHTP et aller s'associer avec Gbagbo. S'il était dictateur, tu n'allais pas voir Soro dire toutes ces gentilles choses à propos de Gbagbo. Oui, Gbagbo m'a toujours honoré. Gbagbo ne m'a jamais appelé par mon prénom. Gbagbo m'a toujours appelé Monsieur le Premier ministre, etc., etc. Un dictateur, on ne lui fait pas des éloges. On ne fait pas des éloges à un dictateur. On le combat. Qu'il soit en prison ou qu'il soit en dehors de prison, un dictateur, on le combat. Non, Laurent Gbagbo n'est pas un dictateur. Nous en sommes sûrs et certains. La preuve, quand Simone Gbagbo est sorti de prison, ils sont même tous allés la saluer, non? On ne va pas saluer quelqu'un, une femme qui était mariée à un dictateur. Hein? Une femme qui était appelée la dame de fer. Mais tous ces noms ont disparu. Tous ces noms ont disparu. Dame de fer, Gbagbo le roublard, tout ça, ça a disparu. Voilà. Maintenant, on les respecte. Et les jeunes gens qui se sont battus sur les réseaux sociaux, pourquoi on respecte le combat du président Laurent Gbagbo? Pourquoi on respecte son nom? Ces jeunes gens-là, il faut qu'ils soient accueillis comme tout petits. Comme tout petit. Je vais ici passer un extrait de Tout Petit Abidjan. Juste pour interpeller le RHTP, mon parti, le FPI. C'est un grand parti, mais il y a le petit problème au niveau de la communication. Je sais que je vais me faire foudroyer pour avoir fait cette vidéo, mais je suis obligé de dire ce que je sens être correct et être juste. Alors, je vais présenter ici l'arrivée de Tout Petit Abidjan. D'ailleurs, sur cette question de passeport, Tout Petit n'avait pas de passeport. Quand j'étais en 2005 à Abidjan, à Accra, il pleurait pratiquement au téléphone. Il ne veut pas donner mon passeport. Il ne veut pas donner mon passeport. Quand il m'appelle comme ça, là, c'est de ça seulement qu'il parle. Est-ce que tu sais que je sais qui détient mon passeport? C'est Ahmed Bakayoko. Il me disait ça au téléphone tout le temps. J'ai dit, mais vraiment, ton affaire le passeport là, c'est une affaire grave, hein? Johnny, comment on a fait ça? Aujourd'hui, il a son passeport. La coïncidence, c'est que en même temps qu'il a son passeport, en même temps qu'il est RDR. C'est ça la coïncidence. Donc on cherche à comprendre pourquoi cette coïncidence. Je vais d'abord montrer son arrivée à Abidjan. On va écouter.
Ah. Donc c'est une arrivée en fanfare à laquelle nous avons assisté. Mais ce n'est pas le plus important. Dans tous les cas, le RDR est très connu pour avoir le triomphe pas très modeste. Voilà, donc ça ne m'étonne pas. Nous, dans notre camp, on ne fera jamais pour quelqu'un. Hein. Ouh, on ne fera jamais ça pour quelqu'un. Faut bavarder, faut crier, faut dire tout ce qui est bon sur le combat de Gbagbo, jamais. Non. On te voit, on dit, allez comme mon frère, ça va? Ok, allez, porte-toi bien. Hein. Voilà. Même si les gens t'aiment bien, ils ne feront pas ça. Au RDR, il n'y a pas beaucoup de bien-pensants. Il n'y a pas beaucoup de bien-pensants. Donc, chez eux, là-bas, les borgnes sont rois, puisque nous sommes dans un royaume d'aveugles. Voilà, donc les borgnes sont célébrés. Oui, on vient de célébrer un borgne comme ça. On va écouter maintenant. Je préfère aller chez mon frère Fifi Yassi, parce que c'est lui qui a fait un bon petit résumé de ce qui a été fait. Fifi Yassi, voilà. Que je salue ici au passage. Hein? C'est un frère. Je vais montrer le petit élément qu'il a produit. Voilà, écoutez. Hein. Avoir retenu votre veste, vous étiez quand même assez difficile de venir en Côte d'Ivoire. C'est que... Oh, faut pas me faire ça. Laisse couler. Vous avez dit, bon, aujourd'hui, vous avez dit, oui, le président Adou, il est bien, et puis, vous êtes ça. Abusez, levez-vous. Si aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo était reconnu définitivement innocent, oui, comment est-ce que vous réagirez? Mais c'est ça m'a eu de problème à sa personne. C'est moi-même qui ai demandé à ce qu'il soit. Je dis face à tous ces propos, toutes ces accusations, aujourd'hui, la CPD, vous êtes innocent, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais la CMI, même elle-même se trompe. Comment vous allez réagir? Parce que quand vous parlez d'innocence de Laurent Gbagbo, moi je me pose la question. On est tous en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. Il y a eu des morts, il n'y a pas eu de morts, il y a eu des morts. Non, écoutez, il y a eu des morts où il n'y a pas eu de morts. Il vous pose la question, est-ce qu'il y a eu des morts? Il y a eu des morts, il n'y a pas eu de morts. Il y a eu des morts. Donc la CP est en train de nous dire que on était dans une utopie, c'était un monde pittoresque, ce qui s'est passé là n'a pas eu lieu. Donc Laurent Gbagbo, il est innocenté, il peut rentrer chez lui. Non, c'est un procès politique. Et on libère Gbagbo Laurent pour des enjeux politiques. Voilà, on ne dit pas les droits. Parce que si on voulait dire vraiment les droits, il ne serait pas libre. Vous comprenez? Même si on souhaite qu'il soit libéré. Ça vous a voulu quelque part la CPI aussi? Non, j'ai dit qu'ils n'ont pas dit les droits. Ils n'ont pas dit les droits, il y a eu 3000 morts. Donc vous voyez que lui, qui n'a jamais été dans une école de droit, qui n'a jamais mis son pied, même en première année de droit, il peut dire au juge Kouno, qui est magistrat hors pair, hors grade, qui est juge depuis pratiquement 30 ans, qui est juge de carrière, qui est juge à la Cour pénale internationale, que le juge Kouno n'a pas dit le droit. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il n'y avait pas que le juge Kouno là. Il y avait le juge Anderson aussi. Et le juge Anderson aussi n'a pas dit le droit. Vous voyez? Mais au surplus, les 5 juges de la cour d'appel, c'est-à-dire la deuxième chambre, qui a décidé que le président Laurent Gbagbo ait de plein droit son passeport, qu'il puisse voyager et que, en tout cas, qui a remis pratiquement, réattribué pratiquement les droits du président Laurent Gbagbo. Tous ceux-là n'ont pas dit le droit. Lui, dans sa petite posture de petit nabo qui ne sait rien du tout, qui ne sait même pas parler le français, lui peut dire que des gens n'ont pas dit le droit. Mais attention, le juge en Côte d'Ivoire, celui qui a accepté le 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara, lui il a dit le droit. Voilà dans quoi on est en Côte d'Ivoire. Comment il s'appelle? Mamadou. Kone Mamadou. C'est ça, non? Mamadou Kone. Lui, il est président du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire.
il a validé la candidature d'Alassane Dramane Ouattara sur la base des choses que nous ne savons pas. Alors que la Constitution dit que Ouattara est autorisé à faire 2 mandats, il a trouvé le moyen, l'astuce juridique pour pouvoir contourner cet article-là. Mais lui, il a dit le droit. Mais ceux qui sont assis à la CPI là-bas, qui sont surveillés par l'ONU, parce que la CPI est un détachement de l'ONU, eux, tout cela, ils ne disent pas le droit. Voilà. Mais suivez, hein, continuez. À propos des 3000 morts, donc jusqu'aujourd'hui, dans sa tête, les 3000 morts, c'est un individu qui a créé ces 3000 morts. Un individu. Alors si ce n'est pas Gbagbo, alors c'est qui? Voilà la question qu'il pose aux journalistes. Si on libère Gbagbo, alors qui a tué les 3000 personnes? C'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Tu vois, c'est pourquoi j'avais voulu l'avoir comme un élève, comme mon élève. Et ça, il allait être même mon élève chéri. Parce que dans une classe, pour moi, le plus nul est toujours mon élève chéri. C'est pas le plus intelligent. Le plus intelligent, il comprend du genre des choses. Bon, lui, il va passer, il va aller vite. Le plus nul, c'est lui qu'il faut encadrer. Souvent même, il faut lui donner des... Tu vois, en anglais, on dit hug. Comment on dit ça en français même? Il faut lui donner des... Vraiment, il faut l'encadrer, il faut l'entourer. Le plus nul. Donc, c'est lui qui allait être mon élève le plus chéri de la classe. On va continuer. La moralité, le fait de ce que Laurent Gbagbo a refusé de céder pacifiquement le pouvoir au président Alassane Ouattara qui avait gagné les élections. S'il avait cédé le pouvoir pacifiquement, il n'aurait pas eu de morts. En 2015, M. Ouattara est allé aux élections avec Afin Guessa, il n'y a pas eu 3000 morts. Voilà. Vous comprenez? Donc, il y a eu de... donc vous voyez, les 3000 morts ont été causés par le fait que le président Laurent Gbagbo ait refusé d'admettre la victoire de Ouattara. Alors, quand tu lui dis, bon, et les morts de il y a 2 mois là, depuis le 6 août, Ouattara a déclaré qu'il sera candidat, des gens sont morts. Qui en est responsable? Il dit, ah non, ça c'est l'opposition. Bon. Mais tu ne peux pas aussi réfléchir de la même manière pour dire que, ah, Ouattara a refusé de respecter la Constitution, des gens sont morts, il en est responsable. De la même façon que tu réfléchis pour le cas Laurent Gbagbo, il faut réfléchir comme ça aussi pour le cas Ouattara. Non, il ne fait pas ça. Pour le cas Ouattara, c'est Gbagbo qui est coupable. En tout cas, 2010, c'est Gbagbo qui est coupable. 2015, ce n'est pas Gbagbo, pardon, ce n'est pas Ouattara, c'est l'opposition. C'est ce qu'on appelle géométrie. Hein? Comment vous dites ça, vous qui parlez bon français là, hein? Moi, je sais que j'ai mes gars ici qui parlent bien bon français, on me dit ça. Ce sont des réflexions à géométrie variable. Mais on va continuer. Parce que moi j'aime bien ce gars. Hein. Il a beaucoup à apprendre. Parce que Laurent Gbagbo a refusé de céder le pouvoir pacifiquement. Et pour cela, la CPI n'a pas voulu dire effectivement ce qui s'est passé. Est-ce que la conviction que vous avez vu dans votre presse ou c'est pour de l'argent? Parce que les gens, ils se racontent que vous avez été payé, et largement, gracieusement même payé pour aujourd'hui être éradiqué. Ils se racontent. Vous savez, mais vous êtes là pour dire, je ne suis pas dans la spéculation. Maintenant, vous êtes là pour dire c'est vrai ou c'est faux. Mais c'est faux. Et vous n'avez rien reçu. Mais je vous dis que c'est faux. Vous n'avez rien reçu. Ma venue ici à Côte d'Ivoire. Mais c'est moi qui suis venu de moi-même. Quelle personnalité? Non, on ne parle pas de ça. Vous voyez. On dit que le RDR t'a donné l'argent. C'est pour ça que tu as retourné ta veste. Et puis il dit, non. Mais mon arrivée à Abidjan, c'est moi qui ai payé. Mais si c'est de ça on parle. Mon arrivée à Abidjan, ça c'est hier seulement. Tu viens d'arriver. On dit, tu as retourné ta veste, là, ça fait au moins 1 an et demi que tu as retourné ta veste, que tu insultes Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux. On dit, c'est pas on t'a donné l'argent et puis on t'a donné ton passeport. Donc, au lieu de rentrer dans les détails pour expliquer pourquoi les gens te soupçonnent d'une telle accusation dégradante, tu dis non, que oui, mais mon arrivée là, c'est moi qui ai payé. Mon hôtel où je dors là, c'est moi qui paye. Ça veut dire que tu ne peux pas t'expliquer.
Tu es vendu. Mais c'est la vérité. C'est un vendu. On va poursuivre. Tu m'as envoyé ici. L'appartement dans lequel je suis là, c'est moi qui loue l'appartement. Vous comprenez? Vous avez vu, vous n'avez rien reçu. Je vous pose une question. Avez-vous vu des militaires autour de nous ici pour faire la sécurité de Johnny Pacheco? Mais c'est pas de ça qu'on parle. De quoi il y a question? Johnny Pacheco, il y a eu des gens avant moi ici, tels que Blé Boudé, tels que Serge Kassi, qui a raté sa vocation de chanteur. C'est pas de ça qu'on parle. Je veux dire, avant d'avoir retenu votre veste, vous étiez quand même assez difficile de venir en Côte d'Ivoire. C'est que vous avez dit, bon, aujourd'hui, vous avez dit oui. Il n'était pas difficile, t'as vu? C'est ça vos problèmes avec les journalistes de Côte d'Ivoire. Il n'était pas difficile pour Johnny Pacheco d'aller en Côte d'Ivoire. Il était impossible à Johnny Pacheco d'aller en Côte d'Ivoire. Revisitez ces vidéos. Lui-même, il dit, je veux rentrer en Côte d'Ivoire, je veux rentrer dans mon pays, donnez-moi mon passeport. Il crie, il a crié comme ça pendant 3 ans. Il a même envoyé ses amis à l'ambassade. Dessin animé. Dessin animé là. Johnny Pacheco l'a envoyé à l'ambassade. Il faut aller réclamer mon passeport. Il a dit, niet. Tant que tu insultes Alassane Ouattara, tu n'auras jamais ton passeport. Mais tu dis c'était difficile. Difficile là, c'est pour nous autres. Voilà. Pour lui, c'était impossible. Parce que pour lui, ils ont gardé son passeport pendant des années. Pour moi, c'est difficile parce que bon, ils ont bloqué un peu. Et puis après, ils m'ont donné. Mais moi, je ne veux pas rentrer parce que ça ne m'intéresse pas. Tout ça, voilà. Donc pour nous, c'est difficile. Parce qu'on craint d'être mis en prison. On craint d'être tué. Voilà. Donc pour lui, c'était impossible. Même pour quitter la Finlande et aller à La Haye, il était obligé de conduire pratiquement 20 heures de route pour aller à La Haye pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Il ne pouvait pas voyager. Il ne pouvait pas voyager. Bon, on continue. Est-ce qu'il y avait un blocage? C'est vraiment imaginaire que vous vous dites ces choses-là. Qu'est-ce qui faisait que vous ne veniez pas en Côte d'Ivoire? Non, écoutez, chers frères, pour venir en Côte d'Ivoire, il faut préparer les choses. On ne se lève pas comme ça pour dire... Là, vous êtes suffisamment prêt pour venir maintenant. Non, quand je parle de préparation, je parle en termes de finances. Voilà. Mais on te parle de passeport. On dit que quand tu supportais le président Laurent Gbagbo, là, bon, je vais utiliser le mot du journaliste. Il dit qu'il était difficile pour toi de venir en Côte d'Ivoire. Il parle de passeport. Quand tu parles d'argent, tu parles d'argent. Puis comment se fait-il qu'il y a eu changement dans ta vie comme ça? En un coup, tu as passeport, tu as l'argent maintenant pour aller en Côte d'Ivoire, tout ça. Il faut nous expliquer. Changement dans ta vie comme ça rapidement. Bon, donc, voici le RDR. Pour soutenir les idées du RDR, c'est difficile. Hein? Tu es obligé de mentir tout le temps. Tu es obligé de faire des dérobades. Tu es obligé de te dérober tout le temps. Parce que tu ne peux pas affronter les questions. Moi, si quelqu'un me demande, Yves Aipo, comment tu as fait pour avoir ton passeport? Je vais lui expliquer. Je vais lui expliquer méticuleusement. Je vais lui dire des noms. Je vais dire à quel moment, je vais dire la date. Je vais dire comment la femme qui était Premier ministre ici en Australie, comment elle m'a donné la résidence permanente en Australie, d'urgence. Je peux même montrer le passeport de validité d'1 an. Passeport australien, qu'elle m'a envoyé, j'ai fait la photo, j'ai mis sur Facebook pour dire à Dieu merci, l'Australie m'a délivré un passeport pour pouvoir rentrer sur ma base. Moi, je peux rentrer dans les détails. Tu parles de quoi? Comment tu as fait pour rentrer en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu peux rentrer en Côte d'Ivoire maintenant? Parce que tu as vendu ton âme au diable. Voilà la vérité. Tu as vendu ton âme au diable. Tu nous as perdu le temps dans la lutte. Les réunions que j'ai fait avec Johnny Pacheco. Demandez aux gens là. Demandez à Dre Boni. Demandez à dessin animé, Vivi l'amour. Les réunions qu'on a fait avec ce gars là. On ne peut même plus compter. On a fait plus de 200 réunions parce qu'on pensait qu'il était sérieux. On fait réunion, bon, on fait comme ça, on fait marche, on fait ceci, on fait meeting, on proteste, bon, on fait telle vidéo, Yves. Quand je parle de ça, toi aussi tu parles de ça. Hein? Et puis il m'appelle souvent à 2 h du matin. Bon, Yves Aipo, je viens de traiter de la situation de choses là, de leur procureur là, Adou là. Bon, il faut appuyer, il faut faire une vidéo pour appuyer.
Tu as fini de faire tout ça là. Tu dis oui que toi tu soutiens Ouattara par conviction. Ah, le frère. Elle te dit quelque chose aujourd'hui. Elle te dit quelque chose. Tu vois, moi comme ça, je suis chrétien depuis que j'ai 10 ans, 11 ans. Je marchais de la maison tous les dimanches pour aller à l'église catholique, tout seul. Je me débrouillais toujours pour avoir une pièce de 25 francs. Souvent, même mon papa me donnait 100 francs. Il dit, il faut mettre dans la caisse quand tu vas là-bas. Et puis, je vais y mettre mes 100 francs dedans. Depuis cette période, je suis resté chrétien jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi c'est important dans la vie? Parce que c'est important parce que quand mon père vivait, on avait les moyens. On avait tout. On vivait dans des grandes maisons. Donc c'était facile d'être chrétien. C'était facile de dire merci à Dieu pour tout ce que tu m'as donné, etc. Je suis heureux. Mais lorsque j'ai connu les difficultés, les pires difficultés du monde, maladie, moisie, difficultés les pires du monde, j'avais la possibilité de dire Dieu même là, je ne crois plus en lui. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis attaché à mon Dieu. C'est maintenant même que j'aime Dieu, même dans la souffrance là, c'est là que j'aime Dieu plus qu'avant même, plus qu'avant. Parce que vous les gens comme vous là, vous ne savez pas ce qu'on appelle la loyauté, la constance. Vous ne savez pas ça. Frère, moi il y a eu des moments ici où Dieu m'a mis à l'épreuve. Moi mais je lève la tête et puis je dis à quand ma victoire? Et puis je chante des heures, des jours et des jours. Je dis à quand ma victoire Seigneur? J'ai traversé des vertes et des pas mûres. Mais j'ai dit Jésus là, je ne les laisse pas. Mais j'ai eu des tentations. J'ai des frères qui m'ont appelé, des frères africains, qui m'ont dit Yves, nous tous là, quand on va à l'étranger là, on a notre petit gris-gris à côté. Ils m'ont appelé, donne-moi ton nom, donne-moi tout ton nom. J'ai envoyé chez un gars, il va régler tes problèmes là. J'ai eu ça, frère. Je n'ai jamais donné mon nom. Je n'ai jamais donné mon nom. J'ai dit, s'il y a besoin de sortir, je préfère. Bon, des gens ont dit, ils ont écrit, mais oui, c'est pour ça que tu es venu quémander sur les réseaux sociaux. J'ai dit non, il faut changer le mot. Si tu dis que tu es venu demander sur les réseaux sociaux, parce que tu étais malade, je dis oui, tu as raison, j'ai demandé sur les réseaux sociaux. Mais c'est biblique. C'est Jésus même qui a dit, demandez et l'on vous donnera. C'est Jésus qui a dit ça. Maintenant, il faut réfléchir. Tu sais, moi, j'ai réfléchi sur chaque petite chose. Pourquoi Jésus dit, demandez, l'on vous donnera? Parce que si tu es dans les problèmes et que tu ne demandes pas, tu pèches. C'est ce que Jésus dit. Si tu ne demandes pas, tu es en train de faire un péché. Parce que c'est parce que tu es tellement imbu de ta personne que tu dis, ah bon, je préfère souffrir. Non, Jésus n'aime pas ça. Donc quand j'étais malade et que je ne pouvais pas me soigner, j'ai demandé à mes frères qui me soutiennent, à mes frères qui peuvent m'aider dans mon combat. Et ils m'ont soutenu. Donc Dieu les bénira. Et Dieu me bénira. Et Dieu m'a béni. Mais quémander, Jésus n'a jamais dit quémander et l'on vous donnera. Jamais. Parce qu'en même temps que Jésus te demande de demander là, mais il ne te demande pas de faire pitié. Parce que quémander c'est ça. Quémander c'est être misérable. C'est demander en faisant pitié. C'est ça. C'est ça quémander là. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit il faut demander. Donc tu peux appeler, bonjour, mon frère, je ne peux pas payer mes médicaments. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Il dit, ok, je vais t'aider. Tu demandes la dignité. Et la dignité veut dire que demain, si tu es en position de l'aider, tu l'aides. Parce qu'il t'a rendu un service. C'est comme ça Dieu veut. Pour ça il dit, aimez-vous les uns les autres. Tout ce que Dieu dit dans la Bible, tout est cohérent. Si vous vous aimez les uns les autres, ça veut dire que quand le gars va frapper, tu vas lui ouvrir. C'est pourquoi il dit, frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera.
Voilà. Mais elle n'a pas dit Kémandé. Donc, je suis attaché à ma croyance. Je ne dis pas que c'est la meilleure, parce que des gens viennent dire, oui, mais toi tu es panafricain, tu parles de Jésus. Je ne vous empêche pas de croire en d'autres dieux. Croyez en Bouddha. Croyez en tout ce que vous voulez. Si tu es musulman, tu es musulman. Moi, je n'ai pas de problème. Je dis, moi, j'ai choisi Jésus et je reste attaché et accroché à mes Jésus, quelles que soient mes difficultés. Lorsque, en 2018, octobre 2018, je m'apprête à aller en France. Parce que le 1er octobre, il y avait une manifestation à La Haye. Je dois y aller. 3 jours avant, je fais une vidéo où je suis même en train de célébrer. Je suis en train de cuisiner. Et puis je dis, ah, dans quelques jours, je vais à Paris et tout. On va aller à La Haye et tout. Je m'écroule. J'arrive à l'hôpital. On me dit, mon aorte est déchirée. Et parce que mon aorte est déchirée, on me met dans une salle où personne ne peut venir me parler. Parce que le moindre bruit peut élever ma tension et peut me tuer sur le champ. On veut me... Et je suis seul dans ces moments extrêmement difficiles où tu vois, où tu es face à la mort. J'ai réfléchi et dit, ah Seigneur, comment moi, Yves Hippo, qui ai toujours pris soin de mon corps, qui courait du commissariat du 22e jusqu'à Nestlé, tous les soirs que Dieu fait, je m'entraînais, je mangeais correctement, j'ai toujours pris soin de mon corps. Moi, j'ai quelque chose comme ça. Alors que des gens ne se prennent même pas au sérieux. Ils se droguent, ils boivent, ils sont toujours saoulés, mais n'ont jamais ces gens de maladies. Et moi, c'est à moi ça arrive. Dans la fleur de l'âge. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Et puis, j'ai eu ma réponse. Le Seigneur dit, je ne peux pas te donner un défi que tu ne peux pas relever. Quand j'ai entendu ça, les gens m'ont parlé. Nos mamans là, qui sont là, qui sont connectés ici, on dit, Dieu ne peut pas te mettre face à un défi que tu ne peux pas relever. C'est impossible. S'il te met dans une situation, c'est parce que tu es fort. Donc, plus la situation est terrible, plus tu es fort aux yeux de Dieu. Ah, mais ça, c'est extrêmement important. Alors, je me suis dit, alors, c'est que Dieu sait que je suis fort. Parce qu'il m'a donné des choses extrêmement difficiles. Je dis tout ça parce que pour dire que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les challenges, quelles que soient les pires péripéties, même si le temps est torride et caniculaire, il faut t'accrocher à ce à quoi tu crois. Il faut t'accrocher. Et c'est ce que je fais en politique. C'est dur. Hein? Actuellement, là, tu penses que c'est pas dur pour les pro-babou? C'est dur pour tous les pro-babou. Tous ceux qui sont dans notre combat. C'est dur. Il y a des gens qui ne voient pas. C'est-à-dire que comme on ne peut pas se balader tous les jours et puis parler de politique, c'est ça. C'est pour ça que les gens ne voient pas que c'est dur pour nous. Gbagbo Laurent en prison. Lui-même là, il a parlé récemment, non? Il dit, je suis un prisonnier. On dit oui, mais maintenant vous êtes dans une résidence. Il dit oui, mais tant que je ne suis pas rentré dans mon pays, je me considère encore comme un prisonnier. Un prisonnier. Simone Gbagbo, elle est séparée de son mari, ça fait combien d'années? Elle fait 9 ans. Elle n'a pas vu son mari. Gbagbo Laurent lui-même, ses enfants, pour les voir, c'était tout un problème. Mais ça, c'est parler de Gbagbo. Mais nous-mêmes, Serge Kassi, Gadji Seli, Annie Tchele, et qui d'autres? Nos camarades qui sont à Accra, Damana Picasse, tous ces jeunes gens qui sont obligés de vivre dans des difficultés. Et puis, on a pensé que
ça n'allait pas durer. 2011, 2012, 2013, jusqu'en 2015, on espérait, on dit, il va partir, on va rentrer chez nous. 2015, il est là. 2015 jusqu'en 2020, il est là. Et ceux qui sont en prison, ils prient. Ils disent, quel jour une démocratie va s'installer, puis je serai libéré. Mais ils sont là-bas. Et là maintenant, 2020 jusqu'en 2025, il dit il sera là encore. 2020 jusqu'en 2025, Seka va rester en prison. Damana Picasse va rester en exil. Nos camarades vont rester en exil. Iva Hippo va certainement rester en exil. Donc c'est dur pour nous. Mais est-ce que parce que c'est dur, on va dire qu'on va laisser le combat de Laurent Gbagbo, on va aller soutenir Ouattara? Parce que c'est tellement dur. On va laisser Laurent Gbagbo et puis on va aller soutenir Ouattara. Bon, moi je tiens... On dit on ne dit jamais jamais. Hein. Mais franchement, moi je dis jamais. Avec grand J. Jamais. Si je dois mourir seul en exil, je vais mourir seul en exil. Je ne peux pas soutenir un homme que j'ai appelé dictateur, que j'ai appelé violeur de constitution, que j'ai appelé criminel. Je ne peux pas le soutenir. Pour chercher quoi? Pour chercher passeport. Mais 2020, là, c'est arrivé, je dois renouveler mon passeport. J'ai fait mon passeport en 2015, 5 ans plus tard, c'est 2020, non? Je dois renouveler mon passeport en décembre, là, je dois renouveler, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je sais que quand je vais envoyer en Côte d'Ivoire, ils vont bloquer encore. Alors que je ne peux pas me renouveler mon passeport en Australie. Je suis obligé d'aller dans un pays pour renouveler le passeport. Je vais aller en France, ils vont bloquer, c'est bloqué en France. Je vais aller au Ghana, ils vont bloquer, c'est bloqué au Ghana. Donc moi où je suis là, je suis dans un problème. Je suis dans un problème. Mais Dieu ne peut pas te mettre dans un problème que tu ne peux pas régler. C'est impossible. C'est pas possible. Donc, toutes ces difficultés-là, nous allons les régler, mais c'est avec la foi, la constance. Et c'est avec la loyauté. La loyauté au président Laurent Gbagbo. La loyauté à notre combat. Vous avez vu récemment, il y a une vidéo qui a fait beaucoup de fâchés. Des gens se sont fâchés avec Kémy Séba. Parce que Kémy Séba est allé en Côte d'Ivoire et à son retour, il a dit des choses. Et il a même appelé les jeunes à ne plus sortir. J'ai visité cette vidéo et j'ai analysé. J'étais prêt à attaquer Kémy Séba. Et puis après, j'ai dit, Kémy Séba est fâché. Parce qu'il sait que c'est dur. Et quand c'est dur comme ça, on sait que c'est le peuple seul qui peut sortir massivement pour sauver les Ivoiriens. Le peuple est sorti massivement pour sauver la Tunisie. Le peuple, oh, je ne veux même pas parler de l'Algérie. Ouh là là. Ouh là là. Essayez de voir la guerre d'Algérie. Toutes les familles algériennes se sont battues pour leur indépendance. C'est terrible. Mais on va dire comme c'est l'indépendance, c'est différent de la dictature de Ouattara. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais les Burkinabés sont sortis pour chasser Blaise. Ça s'est passé en une journée. On a besoin du peuple. Donc Kémy Séba, en allant en Côte d'Ivoire, à cette période de trouble des élections, où il pensait que le peuple allait sortir massivement pour dire non, et lui aussi il allait sortir avec le peuple pour dire voilà, alors contre Ouattara. Il voit qu'il y a eu des petits foyers de résistance et puis pas grand chose. Donc il se pose la question de savoir, mais attendez, est-ce que les Ivoiriens, les Africains ne sont pas conscients aujourd'hui, au XXIe siècle? Ils ne sont pas conscients
de ce que nous vivons. Il reste à la maison. Donc il est en colère. Et c'est une colère légitime. C'est une colère légitime. C'est dur dans notre camp. Si tu aimes Laurent Gbagbo, si tu es contre le néocolonialisme, tu es contre l'impérialisme, tu es contre tout ce qu'on fait subir à l'Afrique depuis quelques années pour des intérêts, pour pouvoir continuer de piller l'Afrique, pour pouvoir continuer de piller le petit pays de la Côte d'Ivoire là. Si tu es contre tout ça, c'est que tu es dans la souffrance. Mais ceux qui ne sont pas dans la souffrance, c'est ceux-là qui acceptent de piller. Ils acceptent le pillage de l'Afrique. Tu as demandé aujourd'hui à Pacheco. Hein, Pacheco. Tu as lui demandé, est-ce que tu sais que les Français pillent l'Afrique? Il va te trouver des théories pour dire que c'est normal que la Côte d'Ivoire soit pillée aujourd'hui. Dans ce monde compétitif, dans ce monde où tout le monde est en train de prendre son indépendance. L'Australie a été colonisée par l'Angleterre. Hein? Mais vous pensez que la reine d'Angleterre vient ici pour faire ce qu'elle veut? Elle ne peut pas. Les Australiens sont indépendants. Ils font ce qu'ils veulent. La reine d'Angleterre, quand elle vient ici, elle est acclamée comme si on dit la reine est arrivée. C'est tout. Quand elle finit, elle prend ses clics et ses claques et elle retourne. Elle ne vient pas ici pour dire qui sera Premier ministre, qui sera ceci, où on doit envoyer l'argent. Jamais de la vie. Les Australiens, eux-mêmes, ils aiment l'argent. Mais les Ivoiriens n'aiment pas l'argent de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'aiment pas le cacao. Ils n'aiment pas le café. Ils n'aiment pas les richesses. Ils n'aiment pas. Si on brade, ce n'est pas grave. Mais pensez aux paysans. Parce qu'eux, ils travaillent dur. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo était l'homme de la situation. Parce que lui, il avait compris. Je ne veux pas laisser des gens quitter leur pays là-bas venir nous exploiter ici. Même s'ils doivent nous exploiter, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. 50-50. C'est Gbagbo qui disait ça. Donc, la souffrance de notre peuple. Aujourd'hui, tu vas protester. Moi, comme ça, là, je peux me lever et aller protester à Abidjan. Hein. Si un RDR vient, qui tue des gens, on va dire c'est Yves Hippo qui a fait ça. Le RDR, même la police qui a tiré sur des manifestants, on dit non, 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 c'est Afin Guesson qui a fait ça. C'est Afin Guesson. Non, c'est pas Afin Guesson. C'est la police de Ouattara qui a tiré à bout portant sur des jeunes gens. Disons-nous la vérité. Donc, voilà les souffrances que nous subissons. Tout ce que je demande à mes amis, c'est rester concentrés. Restons avec le président Laurent Gbagbo. Il va rentrer. Alors, il y a des gens qui ont dit, on a donné passeport à Laurent Gbagbo. D'abord, ceux qui disent ça, ce sont des malhonnêtes. Je vois, il y a un grand frère avec qui j'ai fait la marche à Paris, au Trocadéro. On a fait un meeting pour soutenir Simone, pour demander la libération de Simone. C'était mon premier meeting à Paris. Il s'appelle Franck Luté. Franck Luté. Il était là, au Trocadéro. Avec moi. On a pris photo même. J'ai même les photos de Franck Luté aujourd'hui avec moi. J'ai le t-shirt comme ça, Libérer Simone. Et lui aussi, il avait un t-shirt, je crois aussi, Libérer Simone. Ce jour-là, il a pris le micro, il a parlé du pouvoir dictatorial de Ouattara. Aujourd'hui, il est à Abidjan. Et puis, il écrit des choses tous les jours sur son mur. Pour dire oui, bon, acceptons que Ouattara, ceci, demandons pardon pour que Gbagbo ait son passeport, demandons pardon, des choses comme ça. Et toi, tu reconnais Ouattara aujourd'hui. Il dit oui, parce que lui, il est dans la réalité. Et la réalité des faits, que c'est Ouattara qui est là. J'ai regardé ce gars-là, j'ai dit, bon, ok, j'ai compris. J'ai compris, c'est pas grave.
Donc on a des frères qui nous ont quittés comme ça. Qui ont quitté le combat. Ils sont nombreux. C'est pas grave. Allez-y. Dans tous les cas, Gbagbo savait depuis longtemps. Hein. Il dit ces gens de combat, là, on ne gagne rien dedans. Hein. On a tout à perdre. Mais ce sont des combats importants. Gbagbo a dit ça. Il dit, oh, lorsque je me suis lancé dans ce combat, je savais que j'allais subir des choses. Moi, aujourd'hui, étant en prison, bon, je sais que ça fait partie du combat. Mais j'accepte parce que l'histoire m'a choisi pour représenter ce combat-là. Donc, c'est pas grave. Donc, j'accepte ma situation. Gbagbo Laurent, c'est mon père spirituel. C'est mon père intellectuel. C'est mon père philosophique. Sa tranquillité dans la tourmente. Sa tranquillité dans la convulsion. J'ai trop appris de ce monsieur. Parce qu'il a une façon de dire, c'est pas grave. Quand il dit c'est pas grave comme ça, là, il parle de souffrance. Si vous entendez Gbagbo dire c'est pas grave, il parle de toutes les souffrances là dont je viens de parler ici. L'exil, l'emprisonnement, tout ça, il dit c'est pas grave. Pourquoi il dit c'est pas grave? Parce que l'essentiel pour lui, c'est le combat. Voilà pourquoi Gbagbo dit c'est pas grave. Si on t'a blessé, on t'a tué, on t'a conspué, on t'a humilié, ce qu'ils ont fait à Simone, tout ça, mais quand même Simone, même quand elle parle de ça, elle dit oui, ils ont essayé de me violer, mais bon, c'est pas grave. Nous aussi, nous disons, nous sommes en exil, nous avons envie de rentrer, festoyer avec nos familles, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ceux qui ont choisi le chemin facile, qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui devenus des grands types, qui sont acclamés à l'aéroport, qui passent sur les télévisions, les radios, c'est pas grave. C'est Dieu qui est fort. Je vous aime infiniment. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.